Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce lundi 11 juillet, j'étais l'invité de Europe 1 pour parler des Uber Files. Vous savez, c'est ce scandale qui éclabousse Macron et qui montre qu'Emmanuel Macron a eu une forme de collusion avec la société Uber. Et puis, on parlait aussi de la motion de censure qui est déposée par la NUPES à l'Assemblée nationale pour avoir le vote de confiance que nous n'avons finalement pas pu avoir sur le gouvernement de Madame Borne. Voilà, c'était les deux gros sujets. Je vous laisse regarder ça et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Raphaël Delvolvé. De retour dans Europe Midi, il est midi passé de 22 minutes, l'heure de l'opinion, du débat. Bruno Millienne, député Modem des Yvelines, est avec nous. Antoine Léaumont, député NUP et les filles également. Et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Je voulais qu'on parle des Uber Files, cette vaste enquête dont on a parlé pendant le journal pour résumer des journalistes du monde entier, du journal Le Monde, de Radio France également, raconte l'arrivée d'Uber en France. Ça s'était fait dans la douleur, notamment pour les taxis, mais aussi l'exécutif de l'époque plutôt hostile. Enfin, il y avait un membre du gouvernement pour lequel c'était plutôt une bonne nouvelle. C'est Emmanuel Macron, ministre des Finances de l'époque, qui aurait, d'après cette enquête, favorisé Uber, mais sans vraiment le dire aux autres membres du gouvernement. Antoine Léaumont, c'est un fait politique. Oui, c'est un fait politique parce que le rôle normalement des ministres est de favoriser l'intérêt des citoyens, pas l'intérêt privé d'un groupe américain. Donc il semble assez avéré que Emmanuel Macron a essayé de manigancer en quelque sorte pour faire avancer les intérêts d'Uber. Il l'a fait dans une dimension principale qui est réduire le temps prévu pour la formation des chauffeurs pour pouvoir avoir une licence et pouvoir exercer, qui est passé de 250 heures à 7 heures, quand même, c'est une grosse réduction du temps, et qui a facilité l'arrivée en France d'Uber. Donc, le rôle d'un ministre de l'économie est de favoriser l'économie pour les Français, pas pour une entreprise américaine. Bruno Millienne, comment vous avez réagi quand vous avez appris d'abord, cette enquête ? je vais être honnête, je ne suis pas au courant du fond de l'histoire, donc sur le fond, je vais avoir du mal à vous donner mon avis là-dessus. Après, moi, je ne suis pas très, très étonné qu'un ministre de l'économie à l'époque, en 2017, Emmanuel Macron s'intéresse effectivement à des entreprises privées, puisque bon, c'est le rôle aussi du ministère de l'économie, c'est pas que de s'occuper des entreprises françaises, et vous voyez bien tous les investissements qui se font en France. Ça a commencé en 2017 quand il était ministre de l'économie. Oui, il a poussé pour que cette société rentre effectivement sur le territoire français. Ça a quand même créé, on va le dire, quelques emplois. On peut contester après la façon dont Uber traite ses salariés, etc. Ça, c'est un autre point. Ça regarde le code du travail, mais Emmanuel Macron n'a pas facilité le fait que Uber traite mal ses salariés. Il a simplement fait venir quelque chose qui était, on va dire, planétaire, entre guillemets, puisque Uber s'implantait partout, et en tant que ministre de l'économie, après, il aurait facilité, on est bien dans le aurait facilité leur implantation. Et dans le secret également. Et dans le secret. Voilà. Je n'ai pas vu dans tout ce qui est sorti depuis 2 jours quoi que ce soit d'illégal d'ailleurs à reprocher au ministre de l'économie de l'époque. Oui, Louis de Ragnel, c'est courant ça qu'un ministre ait comme ça des rendez-vous sans qu'il le dise à ses équipes? Oui, honnêtement, c'est tout à fait courant. En fait, ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est qu'il a été sensible et il a aux arguments en fait des lobbyistes d'Uber, mais en tant que patron de Bercy, tous les ministres de l'économie, leur job, leur métier, c'est de recevoir des syndicalistes, de recevoir des gens qui défendent des intérêts économiques. Alors parfois ce sont des entreprises françaises ou des entreprises étrangères qui sont implantées en France, et donc leur travail aussi parfois c'est de permettre via des demandes de dépôt d'amendements ou alors des amendements que eux-mêmes peuvent émettre pour favoriser tel ou tel secteur. Moi ce que je pense dans cette histoire, c'est que y a aussi tout un fantasme autour d'Uber, parce qu'on sait qu'il y a une maltraitance des salariés, parce que c'est un peu toute la dérive des auto-entrepreneurs à qui on demande une charge de travail de plus en plus importante, avec une société qui fait des marges considérables. Et puis on reproche en fait à Emmanuel Macron d'avoir, c'est un peu votre argument d'ailleurs, d'avoir défendu des intérêts d'une entreprise étrangère, entre guillemets, à défaut d'avoir défendu des intérêts français. Mais simplement voilà, pour apporter une petite nuance dans ce débat-là, manifestement, je suis d'accord avec vous, Emmanuel Macron n'a pas commis de faute pénale, de répréhensible. Faut savoir quand même que les activités de lobbying en France sont très encadrées par la loi. Donc voilà, c'est réellement pas anormal qu'un ministre reçoive des lobbyistes. Et puis, il faut se souvenir du contexte de l'époque. Moi, je me souviens très bien. À l'époque, il y avait un quasi-consensus de toute la population contre
contre les taxis. L'objectif, c'était de faire casser le monopole des taxis, et beaucoup de gens voyaient dans l'émergence des VTC une opportunité pour faire en sorte que les taxis se remettent en question, à la fois sur la manière avec laquelle ils conduisent les Français, et puis par rapport aussi aux tarifs qui étaient pratiqués à l'époque. Et puis il y avait ce dernier argument économique qui, à l'époque, honnêtement, convainquait beaucoup de monde, c'est que ça permettait de créer de l'emploi, notamment en Seine-Saint-Denis et dans les banlieues. Et beaucoup de gens se disaient, c'est très bien, au moins, il y a une faible formation, certes, que vous déploriez tout à l'heure, mais ça permet à toutes ces personnes-là d'avoir un boulot, d'être actifs et de développer il y leur en vie. avait qui existaient déjà, hein, comme le cab ou chauffeur privé. Alors, le cab, c'est français. Le problème, si on revient dans le détail, c'est qu'un ministre de l'économie rencontre des entreprises ou des représentants d'entreprises, pas de problème. Le problème, c'est qu'ils ne le mettent pas dans son agenda. Donc, normalement, un ministre, il met dans son agenda, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et quand il le met... On a fait un premier tour de table, messieurs. Ce que je vous propose, on va faire une petite pause et on continue le débat dans quelques instants sur Europe 1. Avant la pause, nous parlions des Uber Files. Si vous nous rejoignez déjà, permettez-moi de vous rappeler, quitte avec nous en plateau, Bruno Millienne, député Modem des Yvelines, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, et Antoine Léaumont, député NUP et les filles. Vous, ce qui vous choque dans cette affaire, c'est cet agenda caché d'Emmanuel Macron. Il y a deux choses en fait qui sont choquantes. La première, c'est celle-ci, c'est que quand qu'un ministre de l'économie rencontre des entreprises, bon, pourquoi pas de problème, mais qu'il l'inscrive à son agenda. Sinon, ça, y compris sur ce que ça renvoie comme message, ça donne l'impression d'un agenda caché au service d'une entreprise privée. Et ensuite, il y a ce qu'est l'entreprise Uber. Uber, ça a donné un mot. Qui est rentré dans la langue courante, qui est l'ubérisation de la société. C'est-à-dire le fait que le contrat de travail qui protège les salariés se transforme petit à petit en une relation d'auto-entrepreneur à entreprise qui donne des droits moins élevés pour les salariés. Quand vous êtes un auto-entrepreneur, vous avez un certain nombre de droits qui sont associés au statut de salarié qui n'entrent pas... auquel vous n'avez pas droit quand vous êtes auto-entrepreneur, mais même d'une manière générale dans l'économie, si vous voulez par exemple essayer de faire un emprunt pour acheter un appartement ou une maison, quand vous êtes auto-entrepreneur, la banque elle va vous dire vos revenus, on n'est pas sûr qu'ils soient stables, etc., etc. Alors que quand vous avez un contrat de travail en CDI, là, les banques sont plus enclines à vous prêter. Donc vous voyez, cette ubérisation de la société, elle a commencé par là, mais elle s'est répandue ensuite dans un certain nombre de secteurs, dans la livraison à domicile, j'ai même eu des cas où on m'a parlé dans l'imprimerie, figurez-vous que ça commence à s'ubériser dans l'imprimerie aussi, et dans la relecture par exemple de documents. Donc c'est un truc qui est en train de s'étendre et qui diminue les droits des travailleurs. Bruno Millienne, l'ubérisation, c'est la paupérisation comme l'ubérisation, il y a deux choses. Il y a effectivement, c'est une façon économique de voir que j'apprécie pas forcément en termes de respect du droit des travailleurs, qu'on soit clair là-dessus, mais c'est aussi une demande de beaucoup de gens. Il faut pas négliger ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir auto-entrepreneurs. On peut prendre d'autres secteurs. Un secteur que je connais un petit peu, qui est l'immobilier, vous avez beaucoup d'auto-entrepreneurs. Ce sont des agents indépendants. Ils sont auto-entrepreneurs jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain seuil, effectivement, de rentabilité, auquel cas, après, ils passent en société. À l'époque, en 2017, quand Uber est arrivé, notamment pour les VTC, c'était une vraie demande d'une partie de la population de pouvoir être son propre patron et de pouvoir gérer son temps de travail comme on voulait. Après, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué, parce que c'était pas le bon système pour eux, mais il y en a quand même qui ont réussi et ça leur convient parfaitement. C'est une espèce, effectivement, de liberté d'accès au travail selon ses propres règles et non pas selon les règles qu'un patron vous dicte. Voilà. Après, on peut être contre, Antoine Léaumont, contre ce système de société, mais ça existe. Donc voilà, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Je voudrais qu'on se replonge dans le contexte de l'époque. C'était au moment de la loi travail, Louis de Ragnel. C'était une demande, ça, l'ubérisation. Absolument, il y avait un paradoxe. D'ailleurs, je me souviens très bien des débats. Il y avait à la fois les politiques assez libéraux qui demandaient qui étaient à fond pour l'ubérisation de l'économie. Et puis, il y avait une partie de la gauche qui se disait ras-le-bol des patrons, je fais ce que je veux, je travaille un peu quand je veux, et ça me permet de gagner des revenus quand je le veux, et je mérite en tout cas mon salaire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en revient complètement. On en revient pour deux raisons. La première raison, c'est par toutes les dérives sociales que vous avez très très bien décrites. Donc il n'y a pas vraiment de contrat de travail. D'ailleurs, Uber peut décider unilatéralement d'arrêter de faire travailler un conducteur de VTC. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a un problème pour la couverture maladie, la mutuelle, pour la retraite. Ça pose des vraies difficultés. Et le deuxième sujet... La couverture maladie, ça a été réglé, il me semble.
Alors peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas une équivalence, en tout cas de droit, puisque vous parliez des droits tout à l'heure, avec un salarié du privé, Oui, je ne sais pas mais comme par moi exemple, ici vous qui suis parliez- en CDI. Le deuxième sujet, c'est là où moi je vois le modèle de plus en plus contesté, et pas seulement avec les révélations sur la manière avec laquelle Uber traite ses employés, enfin ses employés ne sont pas vraiment employés. Le deuxième sujet, c'est que je pense qu'avec la crise en Ukraine, avec le Covid, les Français ont un besoin de sécurité et cette espèce de vent de liberté, de se dire je suis mon propre patron, je travaille tout seul, eh bien les gens y reviennent beaucoup. Les gens ont besoin en ce moment d'être protégés. Et c'est une demande très forte qu'on entend dans la population. Protection économique avec la crise économique qui vient. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paradoxes. Il y a à la fois les gens qui veulent travailler chez eux, mais en télétravail, mais souvent ils sont en CDI. Et puis, il y a quand même des gens qui se disent le CDI, c'est quand même pas si mal que ça. Antoine Léaumont. Il ne faut pas confondre, en fait, un statut qui est celui du statut d'auto-entrepreneur et la relation spécifique de travail à l'intérieur d'Uber. Parce qu'en réalité, c'est un salariat déguisé. La liberté d'entreprendre, youpla boum, allons-y Gaston, elle n'existe pas chez Uber, c'est pas vrai. C'est un temps de travail qui est la plupart du temps, qui demande beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des chauffeurs Uber, mais pour avoir un salaire digne et décent, ils sont obligés de faire des heures qui sont bien plus élevées que les 35 heures auxquelles normalement on a le droit. Et donc il y a la question du temps de travail, y compris ça pose des questions de sécurité, parce que les chauffeurs Uber, pour pouvoir avoir des revenus suffisants, parfois conduisent plusieurs heures d'affilée et la nuit, dorment dans la voiture. Enfin voilà, ça pose des vrais problèmes qui sont des problèmes qui en réalité sont associés au droit du travail. Et comme c'est du salariat déguisé, ce que d'ailleurs a reconnu, je crois, le Parlement européen, justement sur une proposition d'une députée insoumise, Leila Chaibi, excusez-moi, il faut se poser la question du droit du travail sur ces contrats spécifiques. Donc il y a une différence entre être auto-entrepreneur, parce que j'ai une idée, j'ai envie de créer une entreprise, et puis je commence petit, puis ensuite ça peut essayer de grossir, et un rapport de salariat déguisé. Non, mais on est bien d'accord sur la façon de procéder d'Uber. Ça, je pense que là, pour le coup, il n'y aura pas d'opposition entre nous deux là-dessus. À l'époque où on a introduit Uber en 2017, tous ces désagréments, ou pire, enfin d'autres termes qu'on pourrait employer par rapport à la façon dont Uber travaillait, on ne les connaissait pas forcément. On l'a vu après sur le tas. Donc un ministre de l'économie, et je pense que n'importe quel ministre de l'économie, que ce soit Emmanuel Macron ou n'importe quel autre ministre de l'économie, la société Uber étant une société qui était en pleine expansion et qui allait faire des investissements sur le territoire français, son intérêt c'était effectivement de lui faciliter la tâche. Après qu'on combatte pied à pied, et là pour le coup je vous suivrai, pied à pied les méthodes de la relation entre Uber et ses auto-entrepreneurs qui l'emploient, qui sont des salariés déguisés, on est bien d'accord, qu'on les combatte au sein de l'Assemblée et qu'on trouve le moyen de sécuriser ces gens-là, moi je suis d'accord. Mais parce que c'est un modèle économique qui peut fonctionner, Uber tire trop sur la ficelle et il faut essayer de contrer ça. Mais le modèle économique existe et fonctionne pour un certain nombre d'entre eux. D'autant plus qu'il y a eu une évolution en fait. C'est-à-dire que Uber a changé ses règles progressivement. Oui. Le Uber au moment de son lancement en France n'a rien à voir avec le Uber aujourd'hui tel qu'il est pratiqué. Et donc d'ailleurs, quand vous prenez des VTC, ils vous disent tous, plus cher. on paye beaucoup plus cher et eux gagnent beaucoup moins bien leur vie. Oui. Et ce qui fait qu'en que 2017. la conséquence à terme, et on le vit tous, c'est qu'il y a beaucoup de commandes qu'on peut passer qui sont annulées au dernier moment parce que le conducteur Uber voit qu'il y a une course qui vient de tomber, avec laquelle il peut gagner plus. Et donc c'est vrai que tout le monde est plutôt perdant avec ce système. Mais encore une fois, je pense qu'il faut séparer ce qu'est Uber aujourd'hui en France et sa pratique et la décision initiale qui avait été prise. Sur la question de l'agenda caché que vous évoquiez, mais il y a ça aussi. Moi là-dessus, je beaucoup plus l'agenda nuancé. caché, il y en a partout. Non, mais en fait, c'est pas un agenda caché. Un ministre, tous les ministres, même le président de la République, a un agenda qu'il veut rendre public, et puis il y a un agenda, il n'est pas obligé de vous dire avec qui il déjeune tous les jours. Un agenda privé. Non, mais il a le droit de faire ce qu'il veut. Bien sûr, moi je me suis c'est de la politique, vous rencontrez des gens tout le temps. Ça va plus loin. Je vous donne un exemple, quand Emmanuel Macron consulte pour former son gouvernement, et pendant une semaine, il y a un agenda qui est vierge. Et pourtant, il voit beaucoup de personnes, et personne ne lui reproche de ne pas dire qui il voit. C'est pas ça, c'est qu'il y a non seulement le fait que c'est un agenda caché, et qu'en plus, à l'intérieur de cet agenda caché, si on regarde les Uber Files, les entrepreneurs d'Uber qui viennent
rencontrer Emmanuel Macron ressortent de là en disant super, en gros, on a un allié à l'intérieur du gouvernement. Mais qu'est-ce qui pose problème? C'est ça. Mais ce serait une entreprise de. Attendez, ce serait une entreprise d'exécutif qui était plutôt hostile à l'époque. Juste pour aller. Voilà, justement, c'est ça le problème, c'est que le peuple français vote pour des représentants qui normalement défendent un programme. Alors ensuite, il y a un certain nombre de représentants qui finissent par trahir leur programme, ça on est d'accord là-dessus. Et il y a un certain nombre de menteurs en politique qui ensuite font pas ce qu'ils ont promis. François Hollande était quand même le champion en la matière en ayant dit mon adversaire c'est le monde de la finance et en faisant ensuite exactement l'inverse de ce qu'il avait dit. Mais néanmoins, quand un gouvernement s'engage sur une politique, il ne peut pas y avoir un membre du gouvernement qui s'engage tout seul dans son coin sur une politique totalement différente de celle du gouvernement. Ça n'a pas de sens et ça n'est pas respectueux des Français. Je ne crois pas un instant, Antoine Léaumont, qu'il n'y avait que Emmanuel Macron qui était au courant de ce qui se passait. Moi, j'arrive pas à le croire. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais je peux vous poser une question? Oui. Parce qu'il y a un fantasme aussi autour de l'entreprise Uber qui aujourd'hui a une connotation très péjorative. Est-ce que si ça avait été une entreprise de plantation de sapins, on aurait eu la même polémique aujourd'hui? Écoutez, les plantations de sapins, ça pose un certain nombre de problèmes sur les monocultures en forêt. De feuillus, ou d'élevage de groseilles en altitude. Ça pose un problème dès lors que ensuite sont associés des dispositifs législatifs qui vont aider à plein une entreprise. Et qui est une entreprise, justement, vous avez raison, qui est Uber, qui est une entreprise très spécifique, qui pose tous les problèmes dont on a parlé récemment. Antoine Léaumont, puisqu'on parle des auto-entrepreneurs et puisqu'on parle des indépendants, on a bien vu, nous aussi, au cours du dernier quinquennat, on a fait évoluer aussi la législation sur les indépendants pour leur offrir plus de protection. Dont une qui est quand même capitale pour eux, c'est qu'en cas de faillite, ce ne sont plus leurs biens personnels qui sont saisis. Ça, c'est important, mais il y a quand même eu un mouvement dans la société, ça vous ne pouvez pas le nier, il y a eu un mouvement dans la société où de plus en plus de gens voulaient être indépendants et travailler à leur propre compte. Mais ça, complètement. Et il a fallu du temps, effectivement, pour réguler ça. Et quand je vous dis, j'espère que les pratiques d'ubérisation, on parle d'Uber, mais il y en a d'autres, que les pratiques d'ubérisation qui sont pas suffisamment protectrices pour les gens qui travaillent pour ce genre de société, on travaillera pour le coup main dans la main pour faire en sorte que les gens retrouvent un petit peu de sécurité et de droit au travail. Voilà, cet accord, ce deal présumé secret entre Emmanuel Macron et Uber, vous aurez l'occasion d'en parler, d'en demander des comptes demain au gouvernement. Tout à fait. À l'occasion des CAG, les questions au gouvernement. L'actualité d'aujourd'hui au Palais Bourbon, c'est cette motion de censure qui sera examinée, probablement pas votée, puisque le Parti des Républicains et les députés Rassemblement National ont d'ores et déjà dit qu'ils ne la voteraient pas. Je me tourne vers vous, Antoine Léaumont, parce que la NUP et les filles présentent ça non pas comme une motion de censure, mais comme une motion de défiance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, c'est un abus de langage volontairement fait pour faire réfléchir. Normalement, dans une démocratie qui fonctionne, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. C'est le cas dans notre Constitution et ça se traduit dans les faits par un discours de politique générale suivi d'un vote de confiance de l'Assemblée nationale. Or, Elisabeth Borne est venue devant les députés de l'Assemblée nationale, déjà merci de finir par le faire, et n'a pas demandé de vote de confiance, n'a pas demandé la confiance de l'Assemblée nationale. Bilan des courses, on ne peut pas savoir quelle est la position des députés vis-à-vis du gouvernement. Si elle avait demandé un vote de confiance, le plus probable aurait été que ni le Rassemblement national ni les Républicains ne l'auraient voté, ni nous d'ailleurs, enfin n'aurions pas donné la confiance, et que donc ce gouvernement serait tombé par absence de confiance. Là, ce que nous proposons donc vous voulez pas faire tomber le gouvernement. Nous proposons de faire avec cette motion de défiance, c'est donc de permettre à chacun de se positionner vis-à-vis du gouvernement. Puisque le gouvernement ne le fait pas de lui-même, eh bien les députés prennent l'initiative de savoir si oui ou non les gens de l'ensemble de l'Assemblée sont dans la majorité ou dans l'opposition. Donc ça va être un moment d'éclaircissement politique, notamment puisque le Rassemblement national et LR ont dit qu'ils ne la voteraient pas et qui vraisemblablement s'abstiendraient. Ça c'est vrai ça, Bruno Millienne. Pourquoi Elisabeth Borne ne s'est pas soumise au vote de confiance des députés ? Parce qu'Antoine Léaumont l'a très bien expliqué. Il y avait un risque effectivement que le gouvernement, que la confiance ne soit pas accordée au gouvernement. Mais moi je ne vais pas vous raconter des sornettes, c'est une réalité. Et dans l'urgence dans laquelle on est, notamment vis-à-vis des concitoyens, moi j'analyse cette nouvelle ensemble. D'abord, en tant que Modem, je suis ravi qu'elle ressemble à ça, parce que ça ressemble à de la proportionnelle. Donc comme on court après, nous, depuis quand même des années... Donc ça montre qu'il n'y a pas besoin de changer la règle électorale, puisque la proportionnelle existe. Peut-être qu'il faut quand même l'assurer pour que ça reste tout le temps. Mais nous, ça nous va très bien, puisque après, c'est la recherche. Et ça, on revient dans un régime parlementariste, et nous, ça nous va très très bien au Modem qu'on fasse ça. Donc, visiblement... Apparemment, elle n'aurait pas eu la confiance. Ne pas avoir la confiance, ça fait tomber le gouvernement. Ça veut dire qu'après, on refait un nouveau gouvernement. Je pense que
les citoyens qui ont élu les députés cette fois-ci, tous les députés, quels qu'ils soient, tous sont aussi légitimes les uns que les autres. Je pense qu'ils ne les ont pas envoyés à l'Assemblée nationale pour que le pays ne fasse rien, ou pour que le gouvernement ne fasse rien. Plus on attend, aujourd'hui, plus il sera difficile de faire, notamment la loi sur le pouvoir d'achat, qui est une urgence absolue avec l'inflation. Et qui arrive en Donc c'est commission un peu, aujourd'hui. moi je considère que c'est un peu, alors le terme ne vient pas de moi, il est employé par la majorité présidentielle, c'est un peu une motion de posture, la motion de... Oh, pas mal. C'est pas mal ça, hein. On fait des C'est jeux pas de mal. mots. C'est un peu une motion de posture parce que vous savez, qu'elle ne sera La pas réponse du votée. berger à la bergère. quand même. Je suis même pas sûr que l'ensemble des députés de la NUP la votent. On verra ça cet après-midi. Faisons Et comment quand même, le but aujourd'hui, ce que nous ont demandé les Français, c'est qu'on arrive à travailler ensemble. Donc si on arrive à vous mais tendre la main, précisément. pourquoi Non, mais dans son discours de politique... Précisément. Non, mais je termine, Antoine. Ouais, allez-y. Dans son discours de politique générale, la Première ministre vous a quand même tendu la main. Moi, j'y étais. Enfin, il y a eu des attitudes... Elle n'a pas cité pas Mathilde vraiment. Panot. Non, elle n'a pas Elle a cité pas vraiment Mathilde tendu Panot. la main. Enfin, Mathilde Panot l'a traité de rescapé. Enfin, dans son discours de politique générale, Mathilde Panot n'a pas été d'une Ah bah on n'est pas d'une tendre avec le gouvernement. On n'a pas justesse été et élu. d'une On n'a pas été élu pour gentillesse serrer les pompes du exemplaire. macronisme. Hein. Si vous voulez passer l'ensemble du quinquennat, s'il n'y a pas de dissolution, l'ensemble du quinquennat à faire de l'opposition pure, même quand il y a des mesures qui sont en faveur des gens que vous défendez, eh bien les gens vous jugeront là-dessus. Ils vous ont Oui, mais- mis à l'Assemblée nationale pour voir si vous êtes en capacité de gouverner. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Alors, Louis de juste- Ragnel, pour la NUP, il y a un enjeu majeur aujourd'hui, c'est de leadership de l'opposition. hein. Absolument, parce que on ne sait pas très bien encore comment le RN va occuper cette place de premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Et donc oui, il y a une espèce de bataille avec un positionnement qui est très différent entre le RN et donc l'intergroupe NUPES pour être précis, puisqu'effectivement donc la NUP va déposer donc cette motion de censure avec un risque aussi, hein, c'est comme on sait que c'est sûr que la motion de censure ne sera pas votée, ça peut aussi être perçu comme un échec, un revers en termes de vote. Et on voit que le Rassemblement national, de son côté, c'est assez intéressant, de manière très contre-intuitive, Marine Le Pen qui dit « mais moi je vais voter le projet de loi pouvoir d'achat ». Donc on va voir, ça va peut-être devenir un allié Objectif, politique, Ouais. objectif, mais politiquement un peu encombrant. Je pense que sur plein d'autres sujets, rassurez-vous, je vais vous rassurer tous, Marine Le Pen fera entendre sa singularité parce que c'est son intérêt à elle, de la même manière que, là pour le coup, la NUPES c'est très clair, vous êtes parti, vous êtes dans votre couloir, vous voulez vraiment montrer à quel point vous êtes complètement opposé Ouais. frontalement au gouvernement. D'ailleurs, Antoine Mais- Léaumont, tous les députés NUP la voteront, cette motion bon, je pense, oui, je vois pas pourquoi il Vous la pensez, voterait pas. ouais, vous êtes pas sûr. Chaque député est libre, il n'y a pas de vote impératif, il n'y a pas de mandat impératif, donc chacun est. Et Valérie Rabault, est par libre exemple, la de votera. choisir. Je ne sais pas, on verra bien ce que fait chacun des députés. Mais il y a plusieurs choses très intéressantes qui ont été dites. Vous avez reconnu que le gouvernement est minoritaire. Ça, déjà, c'est un premier point, puisque vous dites que. Mais non, mais. Allons jusqu'au bout du Mais c'est débat. pas la Comment on première fait fois dans une Il est démocratie relativement européenne que majoritaire, les ouais. gouvernements sont Relativement minoritaires majoritaire. et qu'il faut Comment on fait avancer On le s'entend pays. plus. Antoine Léaumont. Comment on fait dans une démocratie pour gouverner un pays? On essaye d'avoir une majorité parlementaire, une C'est pas ce majorité, que vous défendez. une hein. majorité si possible absolue. Donc M. Macron, logiquement, aurait dû essayer de s'entendre avec, par exemple, le parti Les Républicains pour essayer de mener un programme commun de gouvernement avec les Républicains. Il ne le fait pas et donc la conséquence de ça, c'est comme on sait qu'on n'est pas majoritaire, du coup on ne demande pas la confiance, du coup ce gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale et tout va bien, tout se passe comme si ce gouvernement de fait décidé par Emmanuel Macron était légitime alors qu'il est illégitime compte tenu du fait qu'il n'a pas la confiance de l'Assemblée nationale, ce qui est quand même Enfin, il est la base. légitime au regard C'est quand même de la base. l'élection. Oui, Mais oui, mais c'est la base dans une démocratie parlementaire. Normalement, enfin- on vient devant l'Assemblée. Et vous, d'ailleurs, qui défendez comme moi le rôle, l'importance du Parlement dans la démocratie, eh bien, vous devriez, je pense, comprendre cette motion de censure. Je veux juste dire un deuxième petit truc. Parce que, pardon, c'est... Bruno mais- Millienne aura le mot de la fin. Allez-y, pendant- Antoine. L'avant-goût pendant que- des questions gouvernement demain. on n'est pas dans une opposition pure, c'est-à-dire, bien sûr que nous avons été élus soit pour gouverner le pays, soit pour nous opposer à Emmanuel Macron. Et nous assumons ce vote-là qui a été fait par les citoyens. Donc, nous donnons une possibilité parlementaire d'opposition au gouvernement. Maintenant, ce que nous avons fait dans la précédente mandature, ce que faisaient nos 17 députés, et ce que nous allons faire, c'est regarder au cas par cas. S'il y a des trucs qui sont bien, très bien, on les vote. S'il y a des trucs qui sont nuls, eh ben on s'opposera. Mais pour aller... je ne sais plus ce que je voulais dire, parce que vous avez fait un petit geste qui m'a... Pardon, excusez-moi. Antoine Non, c'est Léaumont. pas grave. Mais allez-y. Bruno Millienne, vous avez Non, mais vous 1 êtes- minute 10 pour conclure. Vous êtes quand même très paradoxaux à la France insoumise, parce que d'abord, vous niez le résultat des urnes. Mais non. La majorité présidentielle est majoritaire à l'Assemblée nationale, même relative.
Un gouvernement minoritaire, ça existe dans plein de démocraties en Europe parce qu'ils ont une vraie culture du compromis et de travailler ensemble. C'est ce qu'il faut qu'on invente. Et je suis ravi qu'on l'invente. Et ne me dites pas que vous allez faire comme dans le dernier quinquennat parce que vous n'avez rien voté. C'est ça ce que je veux dire. Rien voté de ce que le gouvernement a proposé. Donc si vous êtes dans une opposition systématique, moi je vous mets en garde sur une chose simplement, c'est que par effet miroir, vous allez donner de la respectabilité au Rassemblement national. Non. Mais Non. si, Mais justement, vous c'est ça. bordélisez C'est l'Assemblée là- non, nationale mais pendant que les autres c'est se ce- tiennent bien et essayent c'est- de faire avancer les choses. Méfiez-vous de ça, parce que je ne pense pas que vos électeurs, notamment ceux qui viennent de la social-démocratie, aient voté pour vous pour ça. Oui, Voilà. mais c'est justement ce qu'essaye de faire Ce le sera le mot de la Rassemblement national. Très vite, Antoine Léaumont. Non, mais c'est ce qu'essaye de faire le Rassemblement national. Mais Ils vous sont les dans- aidez. Ils sont non, Si. ils sont non, Bah si. non, ils sont Bah dans si. ils sont eux dans une logique de C'est beau, mais c'est loin, respectabilité mais qui n'est pas le mandat que leur ont donné les électeurs. Les électeurs leur ont donné un mandat pour s'opposer Non, à les ce électeurs nous ont gouvernement. donné un mandat pour qu'on travaille Dernier- ensemble. Dernier petit truc, mais- Merci Antoine Léaumont. Merci Louis de Ragnel. Aïe. Le débat d'Europe Midi s'achève. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Voilà. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!